Merci à vous de m'accueillir et d'avoir organisé cette journée. Je suis toujours épaté quand je vois 200 personnes qui se précipitent pour entendre parler de partenariat et de santé mentale. Et ça prouve qu'on ne perd pas complètement notre temps. Je suis heureux donc d'être avec vous pour tenter de convaincre ceux qui ne le seraient pas encore, mais presque vous avez entendu ce matin, j'espère que vous l'êtes déjà tous, que la santé mentale n'est pas seulement l'affaire des psychiatres, mais bien de toute la communauté, c'est-à-dire de vous tous ici, et de bien d'autres encore, partenaires ensemble et pas partenaires avec, sans hégémonie, question du pouvoir, la question des hommes, la question des égos, et sans prise en considération de la santé mentale de chacun et dans tous, il n'y a pas de développement territorial durable. Et je trouve que, encore une fois, les termes de ce titre, de ce colloque, sont tous importants. Bon, un mot de présentation. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas expert, mais je suis quand même soignant puisque j'ai été pendant 40 ans chirurgien et pas n'importe où, au CAF de Nanterre, qui est l'ancienne maison de Nanterre, qui est un haut lieu de l'exclusion et de la souffrance psychosociale. Je suis élu depuis 89 à Nanterre, chargé successivement de la santé, de la prévention, de la lutte contre la toxicomanie, des personnes handicapées et aujourd'hui des relations avec l'université. Et donc, en tant qu'élu, co-responsable, élu pour ça, co-responsable de la santé globale, physique, psychique, environnementale, sociale des 94 000 Nantériens, bref, du bien-être de toute la population qui a souhaité qu'on la représente. J'ai vieilli comme nous tous et alors je suis membre d'un certain nombre d'instances dont je me demande chaque fois que j'y vais si ça sert vraiment à quelque chose. Le Conseil territorial de santé du 92 des Hauts-de-Seine, la conférence régionale pour la santé et l'autonomie et sa commission permanente, la conférence nationale de santé, le Conseil national de lutte contre les exclusions. Alors, tout ça semble avoir une certaine cohérence. Pour ce qui est de l'utilité, je ne sais pas, mais en tout cas, j'y plaide avec obstination pour le développement des politiques locales de santé plus justes, plus solidaires, plus efficaces et avec la conviction que si les élus ne s'y mettent pas, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que en 2005, avec une douzaine d'élus, dont Henri Metzger, élu de Mulhouse, était déjà présent, on a créé à la fin du colloque Bilan et perspectives des ateliers santé-ville. Retenez, c'est la matrice de tout ce que nous faisons depuis une vingtaine d'années, fondé l'association donc Élus Santé Publique et Territoire, dont la deuxième racine, si je puis dire, outre les ateliers santé-ville, et un colloque organisé par Jean Furtos, ce psychiatre à Lyon, où pour la première fois, il avait mis ensemble dans la même boîte un couvent des élus et des psychiatres en leur disant qu'est-ce que vous avez à faire ensemble. Eh bien, il en est sorti plein de choses, dont ce que nous faisons ici aujourd'hui. Élus Santé Publique et Territoire est soutenu depuis le départ par la délégation interministérielle à la ville, plus tôt et plus fort que par la direction générale de la santé. Ce n'est pas un hasard, c'est la politique de la ville qui est capable de s'intéresser aux inégalités, aux partenariats, à la transversalité, au territoire, bien plus que la DGS qui, malgré son nom, s'intéresse beaucoup plus aux médecins qu'aux patients, en tout cas jusqu'à une période récente. Bref, la politique de la ville, c'est le partenariat, c'est le développement local, c'est la réduction des inégalités, et donc c'est forcément la santé et la santé mentale. Bon, il y a plein de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de passer vite sur mon passé, mais ça fait rien. Élus Santé Publique et Territoire fait 2 journées nationales d'études par an, de formation, d'échanges entre les élus, de mutualisation. La 18e, en collaboration, et c'est pas la première, on y reviendra, avec le Centre collaborateur de l'OMS pour la santé mentale, Jean-Luc, aura lieu à Marseille les 12 et 13 décembre sur le thème Habitat et santé mentale, car vous êtes, tout le monde est convaincu, ou devrait l'être, qu'il n'y a pas de soins, pas de rétablissement, pas de citoyenneté sans logement. Vous y êtes évidemment tous conviés.
Sur les 18 journées nationales d'études que Élu Santé Publique que ESPT, bref, a fait depuis 17 ans, 8 portent sur les questions de santé mentale. Et ce n'est pas un choix personnel, mais c'est bien parce que c'est une préoccupation des élus, même s'ils disent tous « Ah oui, mais ce n'est pas notre affaire », n'empêche que chaque fois qu'on leur demande « Et de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois ?», ben une fois sur deux, quasiment, ça tourne autour des questions de santé mentale. Alors, je ne reviendrai pas sur toutes, mais en particulier sur le colloque qu'on a fait avec Jean-Luc en 2008, colloque européen, où on avait réuni, pour essayer d'aller voir un petit peu ailleurs, 7 villes, élus et psychiatres de ces villes. Non, c'était pas 7 ? Pour leur demander comment vous travaillez ensemble. Et la conclusion unanime, qui a fait l'objet d'un petit article dans la Gazette des communes que vous avez là, vous avez mis les conclusions, alors je ne les lis pas, vous les lisez pendant que je parle. Le titre du colloque, c'était « Quelle bonne pratique selon l'OMS pour la prise en charge dans la cité de personnes souffrant de troubles psychiques ?» Et la conclusion, c'était que quand les élus et les psychiatres travaillent ensemble, ça va mieux pour tout le monde, surtout si, et seulement si, on met de côté les questions de pouvoir, les questions de posture, bref, qu'on est dans un vrai partenariat avec un minimum d'humilité et d'envie de faire ensemble. Après ça, on s'est dit il faut continuer et si ce modèle est validé par l'OMS et par nos collègues élus et psychiatres en Europe, finalement, c'est sûrement un bon modèle. Et donc, on a fait des rencontres nationales des CLSM. La première, je les énumère brièvement. La première, Paris, janvier 2012, titre Citoyenneté, santé mentale, ouvert par Serge Fraisse de la politique de la ville, et nous avons conclu en demandant au gouvernement un référentiel clair et souple, d'une part, et l'inscription du CLSM comme outil de gouvernance partagé obligatoire dans tous les contrats locaux de santé, dans tous les contrats urbains de cohésion sociale de la politique de la ville. Bref, que la santé mentale portée par le CLSM soit présente dans tous les dispositifs contractuels au niveau local. Il y avait alors une quarantaine de CLSM. Deuxième rencontre nationale, Lyon, mars 2013, ville et santé mentale. Alors cette fois-ci, c'était introduit par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Et je vous rappelle ce qu'elle nous avait dit. Elle présente le CLSM comme la refondation radicale de l'utopie déjà ancienne du secteur. On a parlé du secteur tout à l'heure, Magali en a parlé, pour moi c'est une vraie utopie. Le CLSM comme refondation radicale de l'utopie déjà ancienne du secteur, permettant une prise en charge ouverte dans la cité, par une psychiatrie hors les murs, appuyée sur toute la collectivité et soulignant la capacité des élus à agir de manière transversale et en proximité. Que demander de plus si la ministre nous dit ça ? Il y avait à l'époque 65 CLSM et on avait présenté avec Jean-Luc le référentiel que le CSOMS, avec l'appui de SPT, avait élaboré. Troisième rencontre, Nantes, septembre 2014, sur démocratie et santé mentale. Vous voyez bien qu'on tourne toujours autour de ces questions qui impliquent forcément la collectivité et ses élus. Et on avait affirmé avec Tim Grissen, représentant des usagers et chercheurs, l'égale prise en considération de la parole de tous et d'abord des personnes concernées comme le formidable levier de changement en santé mentale, j'y reviendrai. Enfin, les quatrièmes rencontres à Talence en janvier 2007, un an après que le CLSM ait été inscrit dans la loi de modernisation du système de santé, on avait intitulé ça, et Jean-Luc l'a repris dans le titre de son intervention, le CLSM, une révolution tranquille. Il y avait à ce moment-là plus de 170 CLSM, entraînant de notre point de vue d'observateur, et là pas d'acteur, une véritable révolution des manières de travailler, plus collaboratives, des organisations plus transversales, révolution du regard porté sur l'autre, si proche, si étrange et parfois si inquiétant, sur sa place dans la cité, non plus accordée, mais place de droit, avec le logement, le travail, la vie sociale, jusqu'à la manière de le nommer. Patient, usager, personnes souffrant de troubles psychiques ou personnes vivant avec troubles psychiques, personnes concernées aujourd'hui au risque que ce politiquement correct, finalement, fasse perdre un peu de sens et noie les questions. Mais en tout cas, la question reste. Mais en tout cas, pour nous, d'abord citoyens. Moins de stigmatisation, moins de souffrance, moins de violence de part et d'autre, car plus de réponses, de solutions construites ensemble à partir et avec les personnes concernées.
Cette révolution tranquille que le CLSM impose parce qu'on travaille ensemble et qu'on n'est pas seul à décider, pas seul à croire savoir, consiste à, par exemple, trouver ensemble des réponses aux situations de crise, on en a parlé, à faciliter l'accès aux soins, à inclure les enfants différents dans la même école, à soutenir les GEM et l'autonomie des personnes, à faciliter l'accès à l'emploi parmi nous et non pas à part, à loger, même ceux qui pourraient provoquer des troubles de voisinage, sauf si le gardien d'immeuble a été formé, devient tolérant, plus tolérant, et surtout relais vers la ressource adaptée, ou si l'accompagnement dans le logement est réel, psychosocial, bref, si tout ça se met en... Le CLSM contribue à faire émerger les difficultés et à mettre ensemble des solutions. Et tout ce que j'ai énuméré ne relève d'aucune personne en particulier, ni du DGARS, ni du président du Conseil général, ni du psychiatre, ni de la ministre, mais bien d'abord, relève d'abord d'un travail ensemble, et ça consiste, encore une fois, à introduire de la citoyenneté au sein même des services de soins et des établissements médico-sociaux. Si en quelques années, le nombre d'élus, de psychiatres s'engagent ensemble et avec les personnes concernées et leurs proches a été multiplié par 4 ou 5, c'est bien que cette révolution a fait la preuve de son utilité, de son efficacité, et que finalement, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Et pour ce qui me concerne, les élus, leurs services, l'ensemble de la collectivité, pour le bien-être de tous. La loi de modernisation du système de santé, ensuite ouvre là, moi. Qu'est-ce qu'il y a après ? Bon, oui, la loi de modernisation du système de santé, alors je vais passer vite parce que ça a déjà été dit, il y a plein de choses qui ont été dites, mais chacun avec un regard différent. Donc, a pris acte, en cohérence avec la stratégie nationale de santé de 2013, du CLSM. Et ça encore, c'est une révolution si ça dépasse simplement l'écriture des mots. Priorité à la prévention, encore répété par la nouvelle ministre. Organisation cohérente des parcours de santé, y compris mentale et somatique liés. Prise en considération des déterminants sociaux, on en dira un mot tout à l'heure. Recherche de la place de l'usager expert, avec en particulier l'article 176 qui permet leur formation indemnisée. Complètement révolutionnaire, ça. Je ne sais pas si ça se met en place dans vos contrées de l'Est, mais c'est complètement révolutionnaire. Mais aussi l'alinéa 9 de l'article 158, qui, de manière expérimentale, certes, autorise les usagers du système de santé, y compris en santé mentale, à saisir directement les conseils territoriaux de santé pour les soins en ville et pour le médico-social, comme cela se fait déjà dans les hôpitaux. Alors, je ne sais pas si vous allez vous saisir de cet alinéa 9 de l'article 158, mais il est, de mon point de vue, révolutionnaire parce qu'il introduit la parole de l'usager et de ses profs, les difficultés de prise en charge à un niveau de réclamation possible, entendue, et donc de prise en considération. Révolution encore par la territorialisation. Alors, je ne reviendrai pas sur le territoire. Magali en a assez parlé. On peut en parler jusqu'à. Mais, enfin, pour moi, aujourd'hui, dans le cadre de la loi de santé mentale, dans le cadre de la LMSS, territoire, c'est grosso modo les territoires de démocratie en santé. Et c'est pour ça que je ne sais pas qui disait tout à l'heure que le territoire du PTSM était variable et encore indéfini. Il me semble, en tout cas c'est ce qui va probablement être fait en Île-de-France, que le T de ces différents dispositifs, c'est le territoire de démocratie en santé, donc pour nous le département. Mais tout ça peut être discutable. Et ça s'oppose, ou ça se complète, avec le régional au-dessus et ce que j'appelle le local ou l'infraterritorial en dessous. Mais gardons le T pour le territoire de démocratie sanitaire, les conférences de territoire, etc. Bon, ça a été dit. Donc la loi structure fortement la santé mentale, avec la commission santé mentale obligatoire dans les conseils territoriaux de santé. Ça n'a pas été dit, mais ça existait dans un certain nombre de conférences de territoire. Là, c'est obligatoire. Il doit y avoir une commission droits des usagers et une commission santé mentale, et ça me paraît être extrêmement important. Bon, le projet territorial de santé mentale qui englobe tous les aspects. Il y a tout dans le décret. Par contre, il n'y a juste pas une chose, ou quasiment pas, c'est les élus, pas cités, collectivités locales citées une fois et encore tout à fait à la marge, et CLSM quasiment pas cité, en tout cas une fois, et uniquement
On leur demande leur avis après. Et ça n'est pas acceptable. Et donc, il y a encore des combats à mener. Celui-là est un combat. Il faut que le diagnostic... Il faut que donc Élu Santé Publique demande et l'a fait savoir l'association obligatoire et pas seulement à titre consultatif a posteriori de tous les CLSM du territoire du PTSM à l'élaboration du diagnostic. Qui sait quelles sont les difficultés, quels sont les projets, les ressources, les actions déjà conduites, les solutions à expérimenter. Bref, c'est le CLSM qui doit savoir ça, qui a déjà explorer ça et ne pas les associer véritablement à la construction du projet territorial, à partir des territoires de vie, de proximité, à partir du local, ça me paraît strictement inacceptable. Et puis, évidemment, la mise en œuvre du PTSM, co-construit avec les CLSM, doit être locale, adaptée avec les priorités de chaque site. Et donc, c'est au CLSM de mettre en œuvre le PTSM. La loi dit que ce sont, alors je ne vais pas vous le... Voilà, c'est élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et des établissements travaillant dans le champ de la santé mentale. Enfin, compte tenu de tout ce qu'on a dit depuis ce matin et de tout ce qu'on va dire après, c'est simplement pas entendable. Ça ne peut pas être élaboré et mis en œuvre par les professionnels de santé mentale. C'est juste un contresens. Voilà. Alors, je vais pas vous remettre tout ce qu'il y avait sur le PTSM, mais battez-vous, vous qui avez investi dans les CLSM, qui êtes convaincus que c'est là que les choses se fabriquent, que la santé mentale se fabrique, avec les élus, les psychiatres, les usagers et la population, battez-vous pour que ce ne soient pas les professionnels de la santé mentale et les établissements qui fabriquent le PTSM. Sinon, c'est autre chose. Et en tout cas, on n'est pas dans la démocratie, on n'est pas dans la citoyenneté, on n'est pas dans la ville, on n'est pas dans le partenariat. Il y a là un véritable enjeu d'aujourd'hui et il faudra une forte vigilance de tous pour que cette construction territoriale ascendante ne soit pas simplement le feu des psychiatres et des hôpitaux, et encore moins de la seule ARS, mais bien le fruit d'un vrai travail, élus, professionnels, partenaires et surtout usagers, experts de leur maladie et de leur vie, connaisseurs de leurs besoins, confrontés aux difficultés quotidiennes et donc précieux enseignants pour les experts décideurs que nous croyons être, quand nous devrions d'abord écouter avec humilité, tant nous sommes impuissants chacun tout seul. Et vraiment, c'est quelque chose qu'au bout de je ne sais plus combien d'années de mandat électif, je ressens avec intensité. Quelques mots encore pour vous montrer à quel point ce que nous pouvons faire ensemble, et ça fait écho à ce qui a été dit par le conseil départemental, par le maire et par d'autres, ce que nous pouvons faire ensemble en mobilisant toutes les ressources et les politiques publiques, en les mettant en synergie, en travaillant ensemble, et pour montrer à quel point c'est indispensable. Et je vous montre juste une partie de la... Voilà, on va passer ça. Nanana. Voilà, le décret. Un professionnel pilote. Non, pas seulement. Et ça, c'est la circulaire d'application des espaces de concertation, notamment les conseils locaux de santé mentale. Non, c'est pas bien. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir avec quelques autres bataillé pour qu'il en soit autrement. Donc, continuons. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était une partie de la présentation faite par le docteur Christopher Mictom de l'OMS Genève sur ce qu'il appelle les adversités, enfin ce que l'OMS appelle les adversités durant l'enfance. Très rapidement. Les adversités ou expériences difficiles, c'est voilà tout ça, il en a cité 10 et elles sont très souvent liées. Jean-Luc y a fait indirectement référence tout à l'heure. Et alors, c'est quoi ces adversités durant l'enfance? Maltraitance, abus sexuels, parents incarcérés, alcoolisme. Et qu'est-ce que ça donne? D'abord, combien il y en a? Il n'y a que 33% de la population qui n'a pas été victime d'adversité et 16% de la population qui a été victime de 4 adversités au plus. Et qu'est-ce qu'on observe après? C'est très simple. Si vous faites partie des 33% qui n'ont pas été victimes d'adversité, vous avez, selon que vous êtes un homme ou une femme, 10 à 15 chances ou risques de faire une dépression sévère durant la vie. Si vous avez été victime, ça marche la flèche, ouais. Si vous avez été victime de 4 adversités ou plus, vous avez entre 40 et 60% de risque de faire une dépression sévère. Ces adversités, encore une fois, regardez, ça... Zut.
ça relève de tous nos champs, ça relève pas de la psychiatrie. Ça relève des élus, ça relève des bailleurs sexuels, des bailleurs... Bon ben voilà, ça relève des abus sexuels et des bailleurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça relève de la PMI, ça relève des centres sociaux, ça relève de l'école, ça relève finalement du voisinage aussi. Ça relève de l'ensemble de la collectivité et tout ça, c'est porté par les élus. Autre chose, donc ça c'était la dépression. Ah zut. Adversité du grand enfant, c'est hallucination. Si vous n'avez eu aucune adversité, un tiers de la population, vous avez 1,5% de risque d'avoir des hallucinations. Si par contre vous en avez eu 4 ou plus, vous voyez que c'est multiplié par 4. Bon, je passe là-dessus, c'est la même chose. De toute façon, le diaporama, vous l'aurez. Et pour voir les choses à l'envers, si on éliminait dans la population toutes les adversités, c'est-à-dire que si au lieu d'être 33% sans adversité, on était à 100%, on réduirait de 23% les troubles de l'humeur, de 31% les troubles de l'anxiété, de 42% les troubles comportementaux, etc. Et vous voyez à quel point une véritable politique de prévention dès l'enfance, dans la famille, dans l'école, dans les milieux de vie des enfants, pourrait être source d'économies absolument formidables, de souffrances évitées considérables et de mieux-être pour l'ensemble de la population. Et là, on a véritablement non seulement tous une responsabilité, mais tous une capacité à agir, et le CLSM doit évidemment s'attacher à ça. Moi, je vais conclure. Enfin, je vais essayer. Bon, quelques remarques. Ni le CLSM, ni le PTSM, ni aucune autre organisation collaborative ne peut s'imposer de manière descendante, ni de l'avenue de Ségur, ni de la direction générale de l'ARS. Je dis ça pour une grande région diagonalement opposée à la vôtre, où le directeur régional, convaincu de l'intérêt de la santé mentale, qui a même fait un rapport sur le sujet, s'est aperçu en regardant son territoire qu'il y avait 0 CLSM et qui a décidé tout d'un coup qu'il en fallait plein. Et donc qui a, j'allais dire injoncté, mais ça ne doit pas se dire, qui a fait l'injonction à tout le monde de mettre en place des CLSM, accompagné par le CCOMS, Pauline en l'occurrence, mais pas seulement. Il a dit aux élus, aux psychiatres, il faut faire des CLSM, il faut faire des CLSM. Et évidemment, ce n'est pas en disant aux psychiatres et aux élus, il faut travailler ensemble, que ça va marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Donc c'est forcément quelque chose qui se construit. Et le premier temps, c'est la rencontre. Et la rencontre, elle n'est pas facile. Elle est souvent méfiante. Elle est souvent qu'est-ce que le psychiatre vient me demander quand je suis élu et qu'est-ce que l'élu vient se mêler de mes affaires, de soins, de malades. Non, la rencontre, elle n'est pas facile, elle n'est pas immédiate. Et donc, il faut commencer par échanger sur ces difficultés réciproques. Dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que finalement, ensemble, on pourrait dire, tiens, moi j'ai un bout de réponse à cette question, moi je peux apporter un morceau de solution. Après ça vient l'alliance, élus, soignants, usagers et proches, dans un intérêt sinon commun. Il ne faut pas croire qu'on ait véritablement un intérêt commun, sauf les grands intérêts, la démocratie, la citoyenneté, bon, tout ça, d'accord. Mais chacun a un intérêt particulier. Le fait est que si on prend en considération les questions de santé mentale ensemble, on a un intérêt véritablement convergent. Et ce qui profite à l'un profitera aussi à l'autre. Donc on a intérêt à faire ensemble. Ce qui permet de construire un même projet ensemble, gagnant-gagnant, à partir de ce qui a été échangé et réellement partagé. La réussite de quelques actions permettra alors la confiance et donc d'aller plus loin, d'agréger d'autres partenaires, de faire venir les autres services, de faire venir l'éducation nationale, par exemple, voire la médecine libérale. Bref, de donner envie de s'impliquer dans cette affaire-là parce que ça marche. Deuxième remarque, il faut un cadre ferme, clair. Il faut que j'arrête ? Non. Presque, oui. Un cadre ferme, clair, plus qu'un référentiel,
mais assez souple pour pouvoir s'adresser à chaque configuration d'acteurs, à chaque territoire, à chaque population. Les recommandations du CCOMS ont été reprises pour l'appel à projet de l'ARS Île-de-France. Il faut qu'il y ait un cadre national et que tout le monde, par exemple, quand on parle de CLSM dans lequel il n'y a pas de représentant des usagers, je dis simplement, ça n'est pas un CLSM. C'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas un CLSM. Enfin, autre remarque, pour nous, encore une fois, le CLSM, Conseil local, est pour nous un modèle, peut-être le modèle aujourd'hui, de gouvernance territoriale partagée de la santé pour la santé mentale, mais qui pourrait très facilement et légitimement être étendu à l'ensemble de la santé. Il prend sa place dans le contrat local de santé. Alors, conseil, c'est de la gouvernance, mais il n'y a pas de contrat. Contrat, c'est un contrat entre la ville et l'État, ou la ville et l'ARS, ou la ville, la préfecture et l'ARS dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale avec le volet santé, mais il n'y a pas de véritable gouvernance bien définie. On voit bien que dans cet emboîtement de poupées russes, il y a un endroit où on fabrique ensemble, il y a un endroit où on fait du contrat avec d'autres de manière descendante, mais qu'il faut arriver à harmoniser tout ça. Et encore une fois, je le répète, pour moi, le Conseil local de santé mettant en œuvre le projet territorial de santé mentale est un bon modèle. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi le risque de noyer la santé mentale et le Conseil local de santé mentale dans le CLS, vaste truc, sur un territoire quelquefois beaucoup plus grand que la métropole. En Île-de-France, c'est les établissements publics territoriaux, c'est 300 à 400 000 habitants. J'arrête. C'est 300 à 400 000 habitants. Bref, il y a le risque de noyer la santé mentale dans la santé avec tous ces déterminants, avec tout un tas de trucs qui feront que on parlera plus de santé mentale, mais on parlera de bien-être et donc on édulcorera, on fera plus ce qu'on a à faire. Voilà. Ainsi, parce qu'il est sollicité, ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, la première priorité de la multitude de diagnostics préalables aux ateliers santé-ville a montré que la première priorité, donc, c'était les questions de santé mentale. Parce qu'il est sollicité, parce qu'il est en capacité d'agir soit directement par ses services ou par son pouvoir de convocation. Le pouvoir de convocation du maire, c'est le maire dit « j'ai besoin de tous les acteurs autour de la table », et bien le préfet vient, le commissaire de police vient, l'inspecteur d'académie vient, parce que le maire a un pouvoir de convocation. Bref, par tous ces pouvoirs, le maire, parce qu'il a la capacité d'agir, le maire doit s'engager résolument, même si la santé reste une compétence de l'État, des ARS, de l'assurance maladie, on sait. Même si les financements accordés pour le CLSM comme pour le CLS sont insuffisants dans un contexte de diminution des dotations globales des collectivités. Même si c'est compliqué, même si c'est chronophage, même si c'est fragile, même si ça ne marche pas toujours, le maire doit s'engager. Et c'est donc bien un acteur clé pour la santé mentale. J'en suis convaincu, j'espère vous en avoir convaincu. Pas la seule clé, bien sûr, mais celle qui permet de mettre toutes les autres, le trousseau de clés, en action, que tout le monde ouvre en même temps la porte, de donner sens, parce que tout ça, ça n'est qu'une question politique, de donner sens politique à l'engagement de chacun pour le bien-être de toute la population, pour plus de démocratie, plus d'égalité, plus de citoyenneté, en particulier pour ceux qui, parce qu'ils souffrent dans leurs esprits, sont plus fragiles et méritent donc l'attention bienveillante de tous. Je suis sûr que vous aurez à cœur et intérêt à y contribuer et je vous en remercie. Merci. Voilà. Oui.